Le besoin en fonds de roulement, ou BFR, c'est l'un des éléments les plus importants de votre gestion financière. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter ce que c'est, le besoin en fonds de roulement, mais surtout, comment l'améliorer. Je suis Corentin Godelot, je suis responsable du contenu chez Figure. Je suis un passionné de finance d'entreprise, j'ai notamment fait la spécialisation finance de l'ESCP. Et pour vous présenter rapidement Figure, on est un logiciel de gestion de trésorerie. On vous permet de reprendre vos comptes bancaires, de reprendre toutes les transactions de votre compte bancaire, les catégoriser automatiquement en fonction de catégories que vous avez définies, de prévoir, de faire votre prévisionnel pour le futur. Et ensuite, ce qui est super intéressant par rapport à un Excel, parce que jusqu'à présent, Excel peut le faire, même si c'est très très chiant, vous allez pouvoir mettre à jour votre prévisionnel en fonction des transactions qui viennent se mettre toutes seules automatiquement, et vous pouvez voir déjà premièrement si vos prévisions elles étaient bonnes ou pas, et surtout mettre à jour vos prévisions. Et donc c'est tout pour ce placement de produit, on est parti pour la vidéo, et sans plus tarder donc, qu'est-ce que le BFR? Donc déjà il y a une formule qui est peut-être que vous connaissez déjà, du BFR, qui est simplement créance client plus stock moins dette fournisseur. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire cette formule? Donc je vous affiche à l'écran justement ces éléments, donc prenons-les un par un. Donc le stock en fait c'est des biens et des matières premières qui sont détenus par l'entreprise et qui sont destinés soit à être transformés, soit à être vendus. Grosso modo, vous voyez, c'est pas vraiment la même chose. Les matières premières qui sont à transformer, donc c'est du stock, mais même une fois qu'elles sont transformées et qui attendent d'être vendues, c'est encore du stock aussi. Donc bon, c'est deux éléments, c'est une petite distinction intéressante à comprendre. Donc en gros, posséder des stocks, ça veut dire qu'il y a un coût d'achat et de production qui a été occasionné, donc coût d'achat dans le cas des matières premières et coût de production dans le cas où il y a déjà eu de la transformation mais qu'on attend de le vendre. Mais ces coûts qui ont été occasionnés n'ont pas mené à une vente, en tout cas pas encore. Et donc, à cause de ce stock, on a un certain montant de capital qui est gelé. La deuxième chose, donc le deuxième élément du BFR, ce sont les créances clients. Ça correspond au droit de l'entreprise sur un client de réclamer un montant correspondant, donc soit à la livraison du produit ou à la réalisation de la prestation. Ça dépend si on parle d'un bien ou d'une prestation, d'un service. Donc très concrètement, l'entreprise a dépensé du capital, soit pour livrer le produit, donc là pour le coup on est au-delà du stock, le produit a été vendu, donc il a été livré, ça a occasionné des coûts supplémentaires, mais ces coûts n'ont pas encore été compensés par une vente. On n'a pas encore reçu l'argent très concrètement sur le compte en banque. On a donc ici aussi une certaine forme de capital qui est gelé. A l'inverse, cette fois-ci, les dettes fournisseurs, donc c'est l'inverse des créances clients, cette fois-ci c'est vous, en tant que client, vous avez reçu de la part de votre fournisseur une prestation de service ou un produit, une matière première, etc. Et vous ne l'avez justement pas encore payé. Donc justement, le résultat de ces éléments, stock plus créance client moins dette fournisseur, c'est simplement l'argent, le capital qui est gelé dans le cycle de production, dans le cycle d'exploitation. En fait, ce BFR, il faut le voir comme une sorte d'investissement. Alors, même si c'est pas vraiment un investissement dans son sens comptable, parce que c'est quelque chose de courant, de court terme au bilan, mais plus, c'est-à-dire c'est l'investissement de votre cycle d'exploitation, c'est-à-dire ça vous permet de financer votre cycle d'exploitation. D'ailleurs, dans la vision financière du bilan, vous avez deux éléments. Vous avez les immobilisations et vous avez le BFR. Donc, peu importe, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est un actif en fait. C'est quelque chose que vous dépensez et ça vous permet de générer plus d'argent. On peut le voir comme ça. Alors, il y a un indicateur qui est super intéressant, c'est le BFR, donc divisé par le chiffre d'affaires. Donc voilà, à l'écran, je vous montre ça. En fait, si vous divisez le BFR par le chiffre d'affaires, vous obtenez un pourcentage, et ce pourcentage, en fait, c'est le pourcentage de chiffre d'affaires qui est gelé. Par exemple, si vous avez un résultat qui est de 10%, par exemple, ce 10%, ça signifie qu'il y a 10% du chiffre d'affaires qui est immobilisé en stock et en créance client pour financer votre cycle d'exploitation et qui ne sont pas compensés par les dettes fournisseurs, par le capital que vous avez gelé des dettes fournisseurs, entre guillemets. Mais dans le sens inverse, c'est-à-dire vous l'avez gelé, mais pas pour vous, pour vos fournisseurs. On exprime souvent ce ratio, donc BFR sur chiffre d'affaires, donc qui est un pourcentage, en jours de chiffre d'affaires. Donc c'est-à-dire on va simplement multiplier par 365 ce ratio et on va avoir un nombre de jours annuels. Si on reprend notre exemple des 10% et qu'on multiplie par 365, on obtient 36,5. Ça veut simplement dire que donc le BFR en jours de chiffre d'affaires, c'est de 36,5 jours.
Ça veut dire très simplement que l'entreprise, pendant 36,5 jours chaque année, elle travaille pour financer son BFR. Elle ne touche pas encore d'argent, quelque part. On peut le voir comme ça. Bien souvent, on va décomposer le BFR. Donc, vous l'avez vu, le BFR, c'est stock plus créance client moins dette fournisseur. Et ce ratio, justement, en jours de chiffre d'affaires, donc BFR divisé par chiffre d'affaires fois 365, on va en fait créer 3 ratios. On va simplement créer de nouveaux ratios en décomposant le BFR. Donc je vous montre ça tout de suite à l'écran. Le premier ratio, justement, c'est par rapport aux créances clients. Donc c'est les DSO. Donc ce sont les Days Sales Outstanding. Donc c'est en anglais, hein, évidemment. C'est simplement le nombre de créances clients divisé par le chiffre d'affaires annuel. Donc le chiffre annuel TTC, c'est important parce que justement les créances clients sont exprimées en TTC, donc on exprime aussi le chiffre d'affaires en TTC. Le deuxième ratio, c'est justement par rapport aux dettes fournisseurs. Là, ce sont les Days Payable Outstanding. J'essaie d'avoir un bon accent anglais. Là, cette fois-ci, ce sont les dettes fournisseurs divisées par, et là, cette fois-ci, c'est important, on va le diviser par les achats, donc c'est une manière de le voir. TTC, parce que pareil, les achats annuels sont exprimés en TTC. Le dernier indicateur, donc le dernier ratio, c'est le DIO, Days Inventory Outstanding. Donc ce sont les stocks divisés par le chiffre d'affaires annuel, mais cette fois-ci hors taxe. C'est important parce que le stock, comme il n'a pas été encore vendu, on parle hors taxe. Mais revenons au BFR. Pourquoi le BFR, c'est important justement? Dans notre exemple, on avait dit 36,5 jours de BFR immobilisé. En quoi c'est important Est-ce que le BFR, il faut qu'il soit grand, il faut qu'il soit petit on peut se poser la question. En fait, le BFR, on a plutôt intérêt à ce qu'il soit petit. Parce que le BFR, c'est simplement de l'argent que les gens nous doivent, grosso modo, ou en tout cas qu'on a investi, on n'a pas encore touché de l'argent en retour, on a intérêt à ce que le BFR soit le plus petit possible. Déjà, c'est de l'argent qui est immobilisé, qui est gelé, comme je vous l'ai dit, donc c'est de l'argent qui n'est pas utilisé pour autre chose. Donc il y a un certain coût d'opportunité à ne pas utiliser cet argent. Et la deuxième chose, c'est que cet argent, il coûte quelque chose, et donc, grosso modo, il peut demander un financement, et ce financement, il peut justement occasionner des taux d'intérêt, etc. Donc ce BFR peut être très coûteux pour l'entreprise. Alors il y a un certain paradoxe avec le BFR, c'est que les composantes du BFR, que sont donc les créances clients, les dettes fournisseurs et les stocks, ce sont des éléments qui ont vocation à disparaître dans moins d'un an. C'est d'ailleurs pour ça qu'au bilan, ils sont classés dans les passifs courants, c'est-à-dire qu'ils vont disparaître dans moins d'un an. En fait, ce qui est marrant, c'est que le BFR, c'est quelque chose de permanent, parce qu'en fait, ces éléments-là, donc créances clients, dettes fournisseurs, stock, en fait, quand ils vont disparaître, il y en a de nouveaux qui vont arriver. C'est le propre du cycle de production. Les créances clients, elles vont se faire remplacer par de nouvelles créances clients, et dettes fournisseurs également, et les stocks également. Et donc, en fait, il y a un certain paradoxe, parce que les composants du BFR sont très temporaires, alors que le BFR est permanent. En tout cas, il y a une partie du BFR qui est permanente et il y a une partie du BFR qui peut fluctuer évidemment. Donc comme je vous ai dit, le BFR, on a plutôt intérêt à ce qu'il soit le plus faible possible. Mais est-ce qu'on pourrait faire en sorte d'avoir un BFR négatif ? Et est-ce que c'est intéressant? Alors bien évidemment oui, avoir un BFR négatif c'est intéressant parce que pour le coup, quand le BFR est négatif, ça devient de l'argent qui permet justement d'être investi ailleurs par exemple. Le BFR peut être négatif et je vais vous donner 2 cas. Alors ils ne sont pas forcément exhaustifs mais c'est 2 cas assez communs d'un BFR négatif. Le premier cas c'est le cas de la grande distribution. En fait c'est un cas où les clients vont payer instantanément. Quand vous allez à la caisse vous payez instantanément. Les stocks vont être très faibles parce que le délai entre la réception des stocks et la vente va être assez faible. Et en revanche, par contre, les dettes fournisseurs vont être maximisées, c'est-à-dire que les grandes surfaces vont payer leurs fournisseurs dans les délais réglementaires. Donc dans ce cas-là, le BFR devient négatif. Le deuxième cas, c'est quand le client va payer avant que la prestation soit faite. Donc ça, c'est des cas assez particuliers. On pense par exemple aux agences de voyage. Alors comme on l'a dit, on a plutôt intérêt à avoir un BFR assez bas. Mais est-ce que le meilleur BFR, c'est toujours le BFR qui est le plus bas possible? Pas forcément. Par exemple, si vous avez en tant qu'entreprise l'opportunité d'acheter un abonnement pour un logiciel qui coûte par exemple 100 € par mois. Ce logiciel, à la fin de l'année, il vous aura coûté 1 200 €. On est d'accord. Maintenant, si l'entreprise, donc derrière ce logiciel, vous propose
un deal qui est de payer aujourd'hui 1000 € pour avoir le logiciel pendant 1 an, mais vous devez payer aujourd'hui les 1000 €. On est bien d'accord que ce n'est pas une optimisation de votre BFR parce que vous allez payer votre fournisseur bien trop tôt par rapport à la date limite de règlement. Par contre, en fait, comme vous allez payer très vite, vous allez avoir une grosse réduction de 200 € annuels. Donc en fait, là, pour le coup, ça peut être vu comme une forme de placement. C'est-à-dire que vous allez placer votre argent, 1000 €, et vous allez, dans 1 an, toucher les 2 mois que vous ne payez pas du coup. Et donc là, en fait, on a un arbitrage. On se rend compte que toujours optimiser son BFR, ça peut avoir un impact négatif sur les marges. Ce cas-là n'est pas du tout anodin, hein, il peut arriver plein de fois. On va avoir un arbitrage entre optimiser son BFR, le réduire le plus possible, et optimiser sa marge. Voilà, maintenant qu'on a dit ça, on va voir quelques conseils pour optimiser son BFR. On va segmenter ça en 3 parties. Donc, première partie, les créances clients. Donc, comment réduire ses créances clients. Le premier conseil, c'est de ne pas tarder avant d'envoyer la facture au client. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le délai de paiement légal de 30 jours pour vos clients, il ne commence que quand la facture a été envoyée. Il ne commence pas quand la prestation a été finie. Donc, toujours envoyer la facture le plus vite possible. Alors, évidemment, il faut l'envoyer quand la prestation est finie. Faut pas... Moi, j'ai le cas de prestataires qui m'envoient leur facture, la prestation est loin d'être finie. Donc, envoyez-la quand la prestation est finie. Deuxième conseil, relancer. Donc, n'attendez pas que vos clients vous payent de leur plein gré. Il faut vraiment toujours penser que votre client, il a autre chose à faire en fait. Il va penser à plein de choses plutôt que vous payer. Voilà, il sait s'occuper, il n'y a pas de problème. Donc, rappelez-lui, simplement, des fois, il a oublié. Troisième conseil, en cas de retard, continuez à relancer. Essayez de comprendre pourquoi l'entreprise ne vous a pas payé. Et sinon, il faut employer les moyens dignes de ce nom. Donc, faites appel à une société de recouvrement, par exemple. Deuxième conseil, donc, sur réduire vos stocks. Donc, là, encore une fois, réduire ses stocks, c'est... Attention, le meilleur BFR, la meilleure quantité de stock n'est pas toujours la plus faible. C'est juste, voilà, je vous donne des pistes pour les réduire. La première chose, c'est de supprimer les stocks qui n'ont pas été vendus depuis très longtemps. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on va dire, tant pis, ces stocks-là, ils vont pas se vendre parce qu'ils occasionnent des coûts, donc je préfère les cuts. Deuxième conseil, essayez de mieux estimer vos ventes. Donc là, il y a des logiciels qui existent, il y a des intelligences artificielles, etc., qui vont permettre de vraiment calibrer vos ventes, en tout cas de réduire la marge d'erreur et de réduire la range d'approximation avec une marge d'erreur meilleure. Et donc, grâce à ce prévisionnel, vous allez pouvoir mieux estimer vos ventes, en déduire la production de manière plus fine, vous allez moins prévoir de stock superflu. Donc ça, c'est super intéressant. Troisième conseil, réduisez le temps des délais d'approvisionnement, de production et de livraison. Donc tout ça, c'est plus de l'opérationnel, de la logistique. Et l'objectif, en fait, c'est en réduisant ces temps-là, vous réduisez le temps que passe un produit en stock, en fait, tout simplement. Troisième élément, augmentez vos dettes fournisseurs. Donc premier conseil, c'est... En fait, il y a 2 conseils ici. Donc le premier, c'est avant de commencer la prestation, quand vous signez vos contrats avec vos fournisseurs, vous pouvez essayer de négocier le délai de paiement. Parce que le délai de paiement légal, il est de 30 jours. Maintenant, rien n'empêche de signer un contrat, d'avoir une clause spéciale qui permet d'avoir plus de 30 jours. Ça, c'est au bon vouloir de la négociation. Alors, à voir, il y a toujours des cas spécifiques où on ne peut pas abuser non plus. Mais voilà, en tout cas, il y a une négociation avant contrat. Et après, une fois que le contrat a été signé et que la prestation commence, le contrat peut toujours être renégocié après, mais c'est plus compliqué. C'est de payer à la date prévue vos fournisseurs. Pas avant, parce que avant, vous optimisez pas votre BFR. Pas après non plus. Parce que si vous l'optimisez, si vous le payez après, là, pour le coup, vous pouvez avoir des frais de retard, etc. Puis c'est un manque de respect du contrat. Donc ça, pour le coup, on veut éviter. Voilà. Bon, tout ça, ce sont uniquement que des bonnes pratiques. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la bonne gestion du BFR, c'est avant tout un état d'esprit. C'est plus un état d'esprit, en fait, qu'une to-do list à appliquer bêtement. Il est donc important, en fait, en tant que dirigeant d'entreprise, de plutôt se concentrer sur essayer d'insuffler une culture de gestion du BFR, une culture cash, on appelle ça, plutôt que d'essayer de donner une to-do précise à ses employés qui ne comprennent pas. Il faut vraiment qu'il y ait le sens derrière. Pourquoi je fais ça ?
ce sera plus efficace. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris quelques petits éléments sur le BFR, on est vraiment rentré dans le détail, c'était super intéressant, enfin en tout cas moi j'ai adoré faire cette vidéo, j'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder, j'espère que ça vous aura été utile, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, s'il y a des éléments, des conseils, des feedbacks, est-ce que ça vous évoque des choses, mais aussi est-ce que vous avez des vidéos que vous aimeriez bien voir par la suite. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis moi je vous dis, on se retrouve pour une prochaine vidéo.